Je suis avec Liliane Holstein. Bonsoir Liliane. Bonsoir. Vous avez écrit le burn-out parental et la magie du couple heureux. Oui, entre autres. Ces livres m'ont beaucoup aidée. J'ai découvert ce qu'était le burn-out. Alors pour commencer Liliane, est-ce qu'on peut expliquer un peu les signes du burn-out? Il y a deux choses. On parle du burn-out, qui est un terme qui a été utilisé dans les années 80 en parlant des gens qui étaient effondrés, épuisés professionnellement. Et on en parlait notamment pour une vague de suicides qu'il y avait eu au Japon dans les années 80, parce que les gens étaient tellement pressurisés au travail qu'ils n'en pouvaient plus. Et c'était un effondrement, une dépression massive. Et on a parlé du terme burn-out à ce moment-là, c'est-à-dire cramé, épuisé, vidé. Voilà. Maintenant, on utilise le terme de burn-out parental. En fait, j'ai utilisé ce terme-là qui n'existait pas à l'époque, puisque c'était le premier livre sur le sujet. Parce que vraiment, on recevait dans nos cabinets des patients qui étaient dans cet état d'effondrement massif, de fatigue intégrale, qui pouvait survenir du jour au lendemain et qui vraiment ressemblait à cet effondrement psychique et physique que ressentaient les gens quand ils étaient effondrés pour le travail. Sauf que là, il s'agissait de la fonction parentale, de la vie avec les enfants, de la vie de tous les jours avec les enfants. Donc d'un épuisement majeur, d'une dépression. Et d'ailleurs, ça a été vraiment référencé comme une dépression massive, notamment en Belgique. Dans mon pays. Donc. Dans votre pays, tout à fait. Ok, donc alors, moi j'ai vécu le burn-out professionnel en 2017. Oui. Trop grosse charge mentale. J'ai découvert donc qu'il y avait un problème, mais je ne savais pas que ça portait un nom. Si quelqu'un là, en ce moment, va pas très bien, comment déjà définir si le burn-out est parental ou professionnel? Déjà parental, il faut qu'il y ait des enfants nécessairement. Donc c'est vrai que la vie avec des enfants est parfois très différente du fantasme qu'on avait pu se faire avant d'avoir des enfants. On idéalisait la vie de parents, on pensait que ça serait facile, tout doux, tout léger. Et en fait, on se confronte au principe de réalité. C'est-à-dire qu'avec des enfants, il y a des rythmes, il y a, notamment avec des bébés, avec des tout-petits, des nuits sans sommeil, un épuisement parfois qui est intense, avec l'impossibilité de pouvoir récupérer, parce que même si l'enfant n'a pas dormi pendant la nuit, le lendemain matin, 6 h du matin, il est réveillé, et que vous ayez dormi ou pas, il faut être debout, il faut préparer un biberon, il faut faire tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est cette répétition de fatigue chronique qui peut instaurer petit à petit, jour après jour, une lassitude, une fatigue profonde, une fatigue de fond, qui ne va pas se voir tout de suite. Et même très souvent, les mères, parce que très souvent ce sont les mères qui commencent par être dans cet état-là, vont au contraire en faire de plus en plus. Elles vont être sur tous les fronts, elles veulent absolument tout faire le mieux possible, être un petit peu dans un besoin de perfection, tout bien faire, comme c'est écrit dans les livres, comme c'est écrit sur Internet. Comme on nous le dit dans les émissions. Exactement, et voilà. Et ça, c'est catastrophique parce que ce n'est pas la réalité. La réalité, c'est qu'on ne peut rien faire parfaitement et surtout pas dans notre fonction parentale. Il y a très souvent des erreurs. On apprend tous les jours avec les enfants. C'est vraiment une épreuve de la réalité. On grandit tous les jours en même temps que ses enfants. Et il est impossible de tout faire bien. Nous ne sommes pas des robots. Et je dirais que c'est une bonne nouvelle que nous ne sommes pas des robots. Donc il faut vraiment sortir de cette idée de perfection en permanence. Très souvent, les mères sont dans cette volonté de tout vouloir faire bien, etc. Et elles s'épuisent. Elles s'épuisent littéralement sans s'en rendre compte, jour après jour. On vit dans des villes, la plupart du temps, dans des villes, mais dans des zones urbaines qui sont très éloignées du reste de la famille. Les grands-parents sont éloignés, les frères et sœurs, quand il y en a, sont éloignés. Les amis que vous pourriez avoir sont dans la même situation parentale, donc n'ont pas le temps, cavalent du matin jusqu'au soir et n'ont pas le temps de pouvoir vous aider. Donc en fait, les parents se retrouvent très isolés. Et pour peu qu'ils aient un travail très prenant en plus, on comprend la majoration d'épuisement qui se génère de jour en jour. C'est
C'est donc cette hyperactivité qui ne s'arrête pas. Très souvent, les femmes qui sont au bord du gouffre en termes de fatigue continuent comme des toupies, je dirais comme des fourmis qui cavalent dans tous les sens, continuent de faire mille choses, d'organiser des anniversaires extraordinaires aux enfants, alors que les enfants n'en demandent pas tant. Hein. Il suffirait de faire un gâteau avec maman ou avec papa, ils seraient ravis. Et donc, il y a cette idée d'être au bord du gouffre au niveau de la fatigue et de ne pas s'arrêter. Mais comme nous sommes des êtres humains, notre organisme nous rappelle à notre réalité. Et du jour au lendemain, il y a un effondrement massif, un effondrement qui fait que la personne ne peut plus ni se lever, ni préparer un biberon, un repas, ni avoir la force d'aller chercher un enfant à l'école, être carrément paralysée de fatigue. Il y a vraiment cet épuisement inexplicable et c'est tous les jours. En fait, il n'y a pas un moment de répit. Oui, c'est vraiment une baisse d'énergie totale. J'ai des parents, des mamans notamment, qui me disent « mais j'ai l'impression que ça ne s'arrêtera jamais, que ma vie entière sera comme ça, c'est-à-dire dans une course effrénée du matin jusqu'au soir. » Alors en fait, que non, ça change. Ça finit toujours par... Les enfants finissent par grandir. Mais dans ces moments de grande dépression et d'épuisement, les parents ont l'impression que ça sera toute la vie comme ça. Donc c'est très attristant. Et c'est très loin du fantasme magnifique qui avait été fait. Il y a une véritable désillusion pour ces parents-là. Il y a une désillusion qui entraîne une dépression. D'où l'importance de se faire aider. Hein. C'est vraiment, quand on ne va pas bien, c'est fondamental. Il faut consulter. C'est très important. Consulter et puis en parler autour de soi. Parce qu'un des symptômes aussi qui survient, c'est que les parents qui sont dans cet état-là se replient sur eux-mêmes et ne parlent pas. On a honte. Voilà. Honte parce qu'ils pensent que les autres parents y arrivent mieux qu'eux. On se dit qu'on est forcément faible. Exactement. Et qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous parce que nous, on n'y arrive pas et les autres y arrivent. Tout à fait. Donc, il y a un repli sur soi. On n'en parle pas, on ne demande pas d'aide. Et c'est vraiment un des symptômes clés. Parlons-en de l'aide. Dans le burn-out parental, j'ai écrit « Où es-tu » au père de mes fils. « Please help me ». Alors, je l'ai écrit, mais à cette époque, j'étais incapable de formuler mes besoins. Parlons-en. D'abord, du fait de pouvoir formuler le mal-être sans devoir toujours dire que ça va. À la question « ça va », on répond toujours « ça va ». Oui, en fait, bien sûr, faux, bien sûr. Tout à fait. Et ensuite, les besoins d'abord à son partenaire, puis si le partenaire ne peut pas aider, à d'autres personnes, quels sont vos conseils ? Bien sûr. De demander déjà à la famille, si on a la chance d'avoir de la famille un petit peu plus proche, mais pourquoi pas demander aux grands-parents, aux oncles, aux tantes, même quand ils habitent un peu plus loin, de venir prendre des enfants, ne serait-ce un week-end, pouvoir dormir sur ses deux oreilles pendant un week-end. Ça paraît être un luxe incroyable, mais quand des parents sont réveillés toutes les nuits par un bébé et par un enfant de 4-5 ans qui a peur, qui se lève 10 fois dans la nuit, etc., mais c'est impossible de dormir. Oui. Et l'absence de sommeil est une des pires tortures. Vraiment une des pires tortures. Il ne faut pas hésiter à demander, même à des amis, si on a des amis, une véritable amitié, ça sert aussi à ça. Il faut demander que les amis puissent prendre un enfant, ne serait-ce une nuit, et si possible, un week-end. C'est très difficile de demander. Personnellement, nous, on n'était pas aidés, à part quand on allait en Belgique, emmener mes enfants chez mes parents. Mais c'est vrai que du coup, il n'y avait aucune possibilité. À moins de prendre effectivement des babysitters, mais il faut avoir les moyens. Moi, là, par exemple, j'ai arrêté mon travail, mais ça a eu des conséquences financières qui font qu'on avait encore moins les moyens, du moins de ce que je croyais, de se faire aider. Tout à fait, bien sûr. Donc, c'est une grande complication. On fait comment ? On fait comment ? Alors, déjà, quand on est dans cette impossibilité et matérielle et humaine, c'est-à-dire qu'il n'y a personne autour de soi pour aider, on a au moins des médecins. On a au moins un médecin de famille avec lequel on va pouvoir en parler. Et si nécessaire, il peut arrêter la personne. De toute façon, quand une mère ou un père sont dans cet état-là, ça ne se discute pas. C'est une dépression et la personne ne peut simplement pas travailler. Donc il y a vraiment un besoin de se reposer. Et de se reposer pendant que les enfants sont à l'école ou à la crèche ou à la garderie, etc. Il faut pouvoir dormir
des petites tranches, même des tranches de 2-3 heures, mais pouvoir dormir. C'est la base, dormir. Et deuxièmement, quand on a la possibilité et la chance de vivre en couple, parce qu'il y a plein de parents qui sont isolés également, et ça c'est vraiment encore plus compliqué, c'est de demander à l'autre, d'oser demander à son conjoint, j'ai besoin de toi, aide-moi, j'ai besoin de toi. Et je pense que si on le demande sans agressivité, sans être dans un jugement ou dans une hystérie de colère, etc., l'autre ne peut dire que, mais oui, je vais le faire, tout simplement. Oui. Mais tout dépend du ton avec lequel on va dire les choses, du ton avec lequel on va demander les choses. Je crois qu'il faut se rappeler que au départ, avant qu'il y ait eu une famille et des enfants, il y a eu un couple amoureux, il y a eu une rencontre amoureuse. Donc il y a eu une proximité psychologique, affective, qui même si elle s'est légèrement distendue par la fatigue, par les rythmes de la vie, par le travail, par l'arrivée des enfants, elle est là. Elle est quand même là. Elle est quand même là, elle est cachée, elle est en souterrain. Et je crois qu'il faut la réveiller. Mais il faut la réveiller pas par ni de la colère, ni des cris, ni des reproches, ni des petits pics qui vont venir blesser l'autre. Il faut la réveiller par de la douceur, de la tendresse et par une proximité physique, par une manière de se parler doucement, gentiment, de se regarder, de se parler en profondeur. Prendre le temps aussi d'être à deux. Exactement, tout à fait, bien sûr. Ne serait-ce prendre un café ensemble, prendre 10 minutes, un quart d'heure pour se prendre les mains, pour se toucher, pour dire j'ai besoin de toi, et que l'autre puisse dire mais je suis là, je suis là. C'est se rappeler qu'il y a eu cette proximité-là quand même, parce que très souvent les gens l'oublient très rapidement dans les années qui suivent la rencontre, mais il y a eu cette proximité-là, à savoir que pour pouvoir voir la personne aimée, pour pouvoir lui parler, pour pouvoir l'entendre, on aurait été prêt à donner sa vie. Oui. C'est quand même fou que la fatigue, les routines, le travail, l'arrivée des enfants délitent complètement petit à petit ce lien qui était colossal au départ, qui était absolument magique, extraordinaire. C'était vraiment une parenthèse incroyable. Mais on peut faire durer cette parenthèse toute la vie. Alors parfois avec des à-coups. Il y a des moments où c'est un petit peu compliqué, où on a l'impression de se perdre un peu. Mais dès qu'on réalise qu'il y a ces à-coups, on peut récupérer tout de suite l'autre en le reprenant physiquement, en étant à nouveau en contact avec son physique, avec son regard. Arrêtez de passer votre temps sur votre nez, sur le téléphone, sur un petit rectangle de rien du tout. La vie est vaste, la vie est grande. Regardez le monde, regardez les autres, regardez le ciel, cette immensité, et surtout regardez les gens que vous aimez. Regardez les gens que vous aimez. Ouais. Vraiment, complètement. On ne se regarde plus assez, c'est vrai, en couple. C'est une des folies de notre époque. Ouais, on ne fait que ça au début. Oui, absolument. On veut voir, on veut se regarder, on veut partager. Exactement. Les gens ne peuvent pas se détacher l'un de l'autre, détacher leur regard. Si vous vous souvenez des premiers moments de votre vie d'amour, vous ne pouviez pas vous décoller du regard de l'autre. Vous aviez un besoin. Vous vous abreuviez au regard de l'autre. L'enfant peut permettre de se retrouver en se regardant à propos de l'enfant. Oui, tout en aussi. Prenant soin du couple amoureux aussi. Mais il peut aussi séparer parce que l'enfant peut à un moment venir au centre. Et vous dites ici, les deux plus grandes difficultés qui mettent le couple à l'épreuve sont en premier lieu les désaccords sur l'éducation. Bien sûr. Parce que ça, on nous dit quand on se marie, quand est-ce que vous allez faire des enfants, mais on ne nous dit pas, au fait, avant de faire des enfants... Est-ce que vous êtes bien d'accord sur comment on élève un enfant, comment on lui met les règles et qu'est-ce qu'on adopte pour créer le cadre. Tout à fait. Voilà, parce qu'on se découvre quand on devient parent et vous dites donc l'éducation donc, des enfants, la manière d'instaurer l'autorité, mais aussi les déséquilibres concernant le partage des tâches dans la famille, ça c'est vrai que c'est un vrai sujet. Bien sûr. Et aussi les soucis financiers qui concourent beaucoup, dans un second temps, à désagréger les couples en faisant planer le spectre de l'insécurité. Tout à fait. Donc, difficile de surmonter tout ça quand même, oui, quand tout est problématique. C'est sûr, mais je crois qu'il est très important d'être d'accord d'abord sur les grands critères, les grandes bases d'éducation de l'enfant.
Et il est important de laisser la place à l'autre, dans tous les cas, de laisser la place à l'autre. Les enfants ont autant besoin d'un parent que de l'autre. Oui. Hein, il n'y en a pas un qui prédomine, même si la mère qui a porté les enfants va avoir tendance à être, bien sûr, dans une grande proximité avec les enfants, mais les enfants ont besoin pour se construire d'un deuxième parent. Et je dis un deuxième parent, que ce soit un homme ou dans les couples homosexuels, un autre parent de même sexe. En tout cas, ils ont besoin d'un deuxième parent qui va venir, en quelque sorte, un petit peu séparer symboliquement la fusion entre l'enfant et sa mère. Vous voyez, ça va lui permettre de devenir un petit enfant, et puis un grand enfant, et puis plus tard un adulte. Hein, et ça, c'est le deuxième parent qui permet ça. Ça, c'est un des avantages quand il y a un deuxième parent. Mais l'enfant a besoin aussi d'avoir une autorité, une autre autorité que celle de la mère. Et c'est très important que la mère laisse la place à l'autre parent, sans le critiquer, sans le descendre, en lui laissant la place tout simplement. Et quand parfois ça semble difficile d'entendre le deuxième parent, le père, disputer un enfant, le recadrer, etc., ben, si on sent qu'on ne peut pas le supporter, qu'il y a quelque chose de tripal, je dirais, qui rend les choses difficiles, alors on ne discute pas, on sort de la pièce, on va prendre une douche, on va se balader, on va faire le tour du pâté de maison s'il faut, et on laisse le deuxième parent, le père, régler le conflit avec l'enfant. Et c'est quelque chose qui va être très constructeur pour l'enfant, très important. S'il a l'impression qu'il est sans arrêt en connexion avec sa mère et que la mère ne laisse pas la place au deuxième parent, c'est catastrophique pour un enfant. Parce que automatiquement, il va venir par un système très complexe sur le plan neuropsychique, qui est le complexe oedipien, c'est-à-dire qu'il va imaginer qu'il fait couple avec sa mère. Ouais. Et ça, c'est catastrophique pour un enfant, parce qu'un enfant ne peut pas faire couple avec sa mère. Il a besoin de rester à sa place d'enfant et de savoir que sa mère a soit un conjoint, soit quelqu'un qu'elle aime, et qu'il ne prendra jamais cette place-là. Et on revient à la magie du couple heureux, deuxième partie de cet entretien. Comment faire quand peut-être l'enfant est trop au premier plan, ou voilà, donc le couple s'est perdu, comment réenchanter son couple? Ça vous est déjà arrivé d'avoir des couples qui vous semblaient perdus, puisque vous êtes psychanalyste, vous accompagnez les enfants, les parents. Tout à fait. Vous faites... De l'avant-naissance jusqu'au bout de la vie. Donc c'est un grand éventail de toutes les pathologies humaines, de toutes les difficultés humaines, et notamment de la sphère parentale et de la sphère du couple. Voilà. Donc ça balaye toute la vie des humains. Vous avez réussi déjà à réenchanter des couples? Oui, bien sûr. Comment vous avez fait? Alors, c'est pas moi qui les réenchante. Je les aide, en fait, à se retrouver, à retrouver ce fil merveilleux, magique, qui s'était généré au moment de la rencontre. Parce qu'au moment d'une rencontre, il se passe des choses incroyables sur le plan inconscient, sur le plan neurologique, sur le plan hormonal. Mais il y a une magie véritable. Alors, parfois, il y a juste une répétition névrotique de situations qui ont été très complexes dans l'enfance et que la personne, sans s'en rendre compte, va redéployer dans sa vie amoureuse. Alors ça, ce sont des rencontres pathologiques. Et quand il y a une rencontre pathologique, bien sûr, il faut la comprendre. Oui. Il faut vraiment aller la visiter, analyser absolument tout ce qui se passe. Et il y a parfois des couples qui ne peuvent pas vivre ensemble parce que forcément, ils se sont rencontrés sur des bases très névrotiques, des répétitions névrotiques qui vont faire qu'ils vont passer leur vie à se rendre malheureux, à se faire souffrir, même sans le vouloir, ou parfois d'une façon parfois un peu perverse, parce qu'il y a de tout dans la vie. Quels sont les signes pour vous d'un couple qui ferait mieux de se séparer? C'est difficile quand un couple arrive, chacun va avoir sa version et tout. Comment vous arrivez à avoir ce recul nécessaire pour vous dire non, là c'est dysfonctionnel en fait Alors déjà, quand il y a un manifeste manque de respect, il ne peut pas y avoir de couple quand il n'y a pas de respect, quand les gens s'insultent, se brutalisent, quand il y a de la violence. Là, on est déjà sorti d'un cadre d'amour et de couple qui est catastrophique, c'est-à-dire qu'on
on n'est plus du tout dans de l'amour, on est dans de la pathologie. À partir du moment où il y a eu de la brutalité, des insultes, une méchanceté, une volonté de faire du mal, alors là on est dans de la perversion. Et ce n'est pas un couple, c'est juste une association de deux humains qui n'arrivent pas à fonctionner autrement et qui sont loin de l'idée de l'amour. Vraiment, ce n'est pas de l'amour. C'est un amour malade peut-être, mais ce n'est pas de l'amour. Alors, qu'est-ce qui est mieux? C'est d'expliquer tout ce qui n'est pas ou tout ce qui est amour? Moi, je milie plutôt pour ce qui est de l'amour. Ce qui est de l'amour, oui, absolument. Ce qui est de l'amour, c'est même quand il y a des difficultés de compréhension, et je vois toute la journée des couples qui ont des difficultés de communication, des difficultés de compréhension, des mauvaises habitudes de communication où l'un va sans arrêt accuser l'autre, va critiquer l'autre et vice-versa, etc. C'est-à-dire que les gens ne s'écoutent plus, ne s'entendent plus. Ils entendent juste une voix dans leur tête qui leur dit, symboliquement, ce ne sont pas des schizophrènes, loin de là, mais qui leur dit « il te veut du mal, elle te veut du mal ». Voilà. Et ils ont perdu le fil magique du départ. Et ce qu'on fait en thérapie de couple, c'est qu'on retrouve ces fils, on va les chercher. C'est mignon. On va les chercher. On va les chercher, on va montrer, on va vraiment expliquer tous ces mécanismes tordus, qui viennent saboter la relation de couple. C'est un travail très méticuleux, subtil, mais passionnant. C'est une vraie régalade humaine et intellectuelle, mais surtout humaine, parce qu'on se retrouve enfin dans la vraie relation, dans le vrai lien. Et c'est vraiment très beau, parce que je vois les couples qui viennent en consultation, qui arrivent hirsutes de colère, prêts à s'étriper, parce qu'ils en ont l'habitude, ils le font tous les jours. Ils se disputent d'une façon féroce. Devant vous? Eh bien, oui, ils peuvent essayer de continuer, mais mon travail à moi, c'est de cadrer, c'est de les aider à savoir communiquer, déjà. On arrête de se couper la parole, on arrête de s'invectiver, de s'accuser en permanence. Donc ça s'apprend. On peut reprendre de bonnes habitudes. Et petit à petit, il y a quelque chose de doux qui se réétablit. Et moi, je constate que chaque fois que je demande aux gens comment ils se sont rencontrés, eh bien, même s'ils étaient arrivés fous de colère l'un contre l'autre, il y a quelque chose qui se radoucit, qui s'apaise instantanément. Et on voit à nouveau des yeux qui étincellent, des sourires, quelque chose qui s'adoucit. Tout simplement parce que c'est tellement puissant ce qui s'est passé au départ. C'était tellement grand, c'était tellement beau, ça dépassait tellement ce qu'on peut vivre habituellement, que ça laisse des traces neurologiques, ça laisse des traces dans la mémoire affective qui ne peuvent pas s'en aller. C'est pour ça que je pense qu'à moins d'avoir vécu avec quelqu'un de très tordu, de très pervers, de très mal intentionné, de brutal, de sadique, de tout ce que vous voulez dans ce registre-là, eh bien, il est difficile de totalement désaimer quelqu'un qu'on a aimé. C'est vrai. Après, l'amour évolue. Et c'est une autre forme d'amour. Et on peut penser qu'on n'est plus amoureux. Oui, tout à fait. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ça, d'ailleurs? C'est dire qu'on n'est plus amoureux de quelqu'un alors qu'on l'aime quand même, mais plus de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a plus de désir, par exemple. Ah oui, le désir n'existe plus. Est-ce que c'est une raison pour se quitter? Alors là, c'est autre chose. Non, mais voilà, mais je sais que ça fait partie du quotidien. Oui, ça c'est encore une autre question. Plein de couples. On y reviendra. Mais effectivement, après s'être quitté, ça peut arriver que forcément, il y a tellement de séparations et de couples dans le monde entier. Mais néanmoins, quand il n'y a pas eu de méchanceté ouverte, pas de brutalité, pas d'insultes, pas de perversion, etc., on peut garder un attachement humain pour cette personne-là. Justement, en souvenir de ce qui a été magnifique. Je crois qu'il ne faut pas tout jeter. Alors, là, on va parler du divorce. Oui. Vous trouvez pas, alors je sais pas, hein, peut-être que je fais des raccourcis, mais que les gens qui ont aimé d'un amour un peu sain divorcent plus facilement que les gens qui étaient déjà dysfonctionnels au départ. Je trouve ça
y a quelque chose qui me choque en fait, c'est un couple qui se sépare, qui s'est aimé et qui se déteste ensuite. Il n'y a aucun juste milieu. Qu'est-ce qui explique ça en fait? Voilà, ce qui peut expliquer ça, c'est que malheureusement, lors des séparations, tous les coups sont permis. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de reflux de colère, de tout ce qui n'a pas fonctionné. Il y a une espèce de rage contre soi, contre l'autre aussi. Contre soi d'avoir accepté ce qui n'était pas acceptable et contre l'autre d'avoir déçu. Voilà. Donc il y a une espèce de geyser de colère, de rage, etc. qui fait que pendant quelques mois, parfois quelques années, il paraît qu'il faut quelques années. Quelques années, oui. Il y a une espèce de colère, de rancœur, etc. Mais au bout de quelques années, il y a quelque chose qui s'adoucit, qui se calme, qui s'apaise. Et il faut, bien entendu, la plupart du temps, les gens ont refait leur vie, ils ont retrouvé un autre amour, il y a quelque chose qui s'est apaisé. Et finalement, ils voient l'autre avec plus de douceur, mais de bienveillance. Oui. Mais il faut parfois quelques années, c'est vrai. Alors, vous parliez des couples justement où il y a de l'amour, donc vous dites que ça se réenchante. À partir du moment où effectivement il n'y a pas de toxicité dans le couple, ça vaut la peine de préserver cette relation parce que c'est pas si simple de trouver une nouvelle relation aussi belle. Oui, bien sûr. Et je pense qu'il est très important de retrouver le contact physique. On en parlait tout à l'heure avec le fait de ne plus se regarder. Je constate. Ça fait des années, ça fait plusieurs décennies que je suis psychanalyste et que j'observe le monde, que j'observe nos contemporains dans leur vie de couple, d'amour, de famille, de couple. Et je constate que les gens ne s'embrassent plus, ne s'embrassent pas, ne se touchent pas, ne se prennent pas dans les bras, parce qu'on est dans une nouvelle ère où il y a tant de choses pour s'apporter du plaisir, je veux dire, le moindre plaisir immédiat, le moindre des écrans. Et là, tout de suite, la moindre application peut vous faire en sorte que vous allez avoir un repas qui va arriver à votre porte, qu'il va y avoir un jeu qui va arriver à votre porte, que tout est à disposition immédiate. Et en fait, d'une façon catastrophique, il y a presque une concurrence entre les efforts qu'il faut faire pour aller vers un autre être humain et la facilité d'avoir du plaisir immédiat avec un écran, avec un ordinateur, avec un jeu, etc. Et faire un pas vers l'autre pour l'aimer, pour lui dire qu'on l'aime, pour lui montrer qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans son cœur et dans sa tête, ben ça demande un effort. Ça demande un effort intellectuel, il faut faire marcher son cerveau, il faut avoir de la patience, il faut savoir écouter, laisser parler l'autre. Ça demande un réel effort. Mais je crois que notre monde a vraiment besoin de cet effort-là, sinon on va couler. Prendre soin, en fait. On va couler, on va juste être en lien avec des applications, avec des appareils qui nous donnent du plaisir instantanément. Et à la limite, pourquoi vivre en couple dans quelques décennies? C'est sûr, il y a de plus en plus de gens qui me disent, moi je parle avec ChatGPT, ils ont des conversations pendant des heures avec ChatGPT. Et là, je suis... moi, je l'utilise pas. Dans un transhumanisme qui est catastrophique pour l'humanité. C'est vraiment, il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Il faut entrer en lutte contre ce transhumanisme. Parce que sinon, on est cuit en tant qu'être humain. Alors que on est des merveilles. Je ne peux pas le dire autrement. Vous êtes des merveilles de sensibilité, de délicatesse, de subtilité. Il faut vraiment garder ce courage d'aller vers l'autre, de faire cet effort d'aller vers l'autre, de le toucher, de s'embrasser, de se parler vrai, de se regarder dans les yeux, d'essayer de comprendre avec empathie, avec douceur l'autre, de ne pas le perdre, voilà, de ne pas vous laisser vivre dans un appartement en vous parlant. Moi j'ai des gens, et je le vois tous les jours, qui se parlent par message d'une pièce à l'autre. J'avoue que je le fais. Mais en fait, j'aime bien parce que moi, je le coupe parce qu'on est en télétravail tous les deux. Et du coup, quand on se retrouve, du coup, on travaille un peu chacun dans notre bureau. Et c'est pour pas
venir l'importuner un moment où je Alors l'embêterais. là, ça peut se comprendre. Alors du coup, j'utilise le texto et comme ça, quand il a le temps, il regarde. Là, ça peut se comprendre par nos nouvelles habitudes d'être en télétravail. Ça Oui, peut se comprendre. ça. Mais parfois, les gens ne travaillent pas. Ils sont juste d'une pièce à l'autre. Et au lieu tu passes de sel. Quasiment. Enfin bon, là, on entre dans une caricature, mais on n'est pas loin de la caricature, en fait. Donc, il faut vraiment, quand on croise l'autre dans un couloir, dans un appartement, c'est pas le laisser passer comme un fantôme, c'est de l'attraper, c'est de le prendre dans ses bras, c'est d'avoir une seconde de tendresse, de douceur, de connexion physique. Il n'y a plus assez de connexion physique. S'il n'y a pas de connexion physique, il n'y a pas de désir. Le désir sexuel disparaît parce qu'il est en concurrence avec un désir immédiat qui est de jouer sur un jeu, d'être sur une application, de discuter avec quelqu'un sur une application, quelqu'un qu'on ne verra jamais, quelqu'un qui ne compte pas réellement dans la vie. Voilà, même le désir est en concurrence avec ça. On revient alors à cette perte d'appétit sexuel qui peut se résoudre et qui n'est pas signe de la fin d'un couple pour autant. Non, bien entendu. Bien sûr, le désir sexuel peut revenir à condition de se repluguer, de se reconnecter physiquement. La plupart des gens s'endorment chacun de leur côté avec leur ordinateur, leur tablette ou leur téléphone, au lieu de se mettre l'un contre l'autre comme deux koalas, de se serrer. Je ne parle pas forcément d'avoir une relation sexuelle immédiate, mais d'être peau à peau, de se sentir, de se regarder, de se connecter les yeux dans les yeux, de s'embrasser, de se retrouver dans une interaction physique, humaine, immédiate. Et il est rare que le désir sexuel n'arrive pas instantanément après ou quelques minutes après, ou si ce n'est pas le jour même, ne vous découragez pas, continuez dans cet ordre d'idées et le désir va se réveiller. Parce qu'en fait, la sexualité est quelque chose de normal, de sain, de beau, à condition bien sûr que ce soit fait avec amour, tendresse et respect l'un pour l'autre. Et c'est quelque chose, c'est une respiration, c'est indispensable. S'il n'y a pas de sexualité, il y a une tristesse qui va petit à petit se déposer dans la vie des êtres, couche par couche, comme un millefeuille, une espèce de voile, jour après jour, de tristesse. Et la sexualité, c'est pas uniquement s'apporter du plaisir, c'est vraiment une connexion subtile, divine, vraiment magnifique, très très subtile. Donc la sexualité est quelque chose d'indispensable. Mais pour ça, il faut pouvoir se toucher. C'est ça. Donc prendre le temps de se regarder, s'appréhender, pour ne pas dire se réappréhender. Exactement. Quand le couple est en crise. L'histoire de Magali m'a interpellée. Ça arrive parfois qu'on ait des choses, par contre, qu'on doit absolument régler. Sinon, dans le couple, c'est un problème. Absolument, et ça pour soi et pour l'autre. Ça reviendra sur le tapis constamment sous forme de symptômes. Magali, donc dans l'histoire, doute des sentiments de son homme. Donc il pourra faire ce qu'il veut, elle en doutera toujours. Dans ces cas-là, est-ce qu'il faut consulter seul en se disant « tiens, en fait, le problème vient de moi parce que finalement, il m'aime et voilà ». Est-ce qu'il faut consulter avec le compagnon, en couple? Comment ça se passe? Alors, pour l'histoire de cette jeune femme, en fait, c'est pas qu'elle doutait de l'amour de son conjoint naturellement. Il y avait des antécédents. C'est-à-dire qu'on a fait un travail en profondeur et elle a compris qu'elle avait grandi avec un père absolument épouvantable, destructeur sur le plan de sa personnalité. Il était dénigrant sur tout ce qu'elle faisait, sur tout ce qu'elle disait, etc. C'est-à-dire qu'elle a été cassée en miettes pendant toute son enfance. Par son papa, ok. Voilà. Donc ça, elle a pu le déceler, le comprendre et le dépasser. Ensuite, elle a pu comprendre qu'elle ne pouvait pas accepter d'être aimée par quelqu'un qui était sincèrement dans le désir de l'aimer. Et elle était tombée effectivement sur un partenaire de vie qui était formidable, qui était plein d'attention, plein de douceur, plein d'amour pour elle, mais elle avait été tellement brisée sur le plan de sa construction affective qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée que quelqu'un l'aime. C'est-à-dire qu'elle doutait tellement d'elle, elle pensait tellement qu'elle n'était pas aimable au sens littéral du terme, qu'elle n'en valait pas la peine,
qu'elle ne comprenait pas que quelqu'un puisse l'aimer. Et à la limite, et tragiquement, elle dénigrait même la personne qui l'aimait, comme si c'était une pathologie de l'aimer. Vous voyez, elle en était arrivée à ce stade-là. Donc c'était beaucoup plus que douter. Ça lui faisait même peur? Oui, elle avait peur et en même temps, elle dénigrait la personne qui l'aimait, comme si c'était un pauvre type. Comment pouvait-il l'aimer une minute? Elle, si minable, elle qui avait été cassée par son père, elle qui n'avait pas été aimée par son père. Dans ce cas-là, donc vous travaillez uniquement avec la personne? Oui, parce que là, il y avait vraiment un gros travail. C'était un gros ménage. Oui. Un gros nettoyage, un gros ménage. Et elle a retrouvé vraiment le goût d'aimer et le goût d'être aimée et d'accepter d'être heureuse, enfin, parce que c'est pas irrémédiable. C'est pas parce qu'on a eu une enfance épouvantable qu'on est condamné à perpétuité et à être malheureux. Et on n'est pas condamné aussi à revivre les mêmes difficultés. Exemple, un couple qui aurait vécu une trahison, que ce soit la femme ou l'homme, oui. Il peut y avoir cette peur que ça recommence. Donc dans ces cas-là, est-ce qu'il vaut mieux travailler en couple sur le sujet pour éviter que ça devienne oppressant pour le couple, que ce soit la personne qui a été trompée et qui a toujours peur que ça recommence, ou la personne qui a trompé, qui a fait son mea culpa, qui est vraiment amoureux ou amoureuse, et qui doit subir les jalousies ou les craintes et l'insécurité de l'autre. Comment faire ? Dans ce cas-là, je pense que c'est nécessaire de faire un travail de couple. Ça ne va pas forcément durer longtemps, mais ça va être vraiment un travail d'introspection. On va vraiment aller chercher déjà toutes les failles qui ont conduit au fait que l'un trahisse l'autre. Il y a forcément eu une brèche, il y a forcément eu un manque, quelque chose qui a frustré, qui a été difficile à vivre. Dans le cadre d'un couple sain où la personne est respectueuse. Oui, bien entendu, mais on parle... Parce qu'il y a des hommes, malheureusement, il faut juste changer l'homme ou des femmes aussi. Oui, alors peut-être. Oui, ça peut. Il faut quand même le dire, ça, oui, parce bien que sûr, des fois, bien sûr, il y a des... On a tendance à être très en pâte et tout ça, et à pas faire la distinction entre non, mais par contre là, ça va trop loin. Oui, bien entendu, c'est sûr. Ouais. Donc il y a un travail, bien sûr, de couple pour comprendre ce qui s'est passé, et un travail de pardon, en fait. C'est très important, le pardon. Oui. Parce que le pardon est construit de la même manière que l'amour. Il est construit avec les mêmes briques. Il est construit avec l'idée de l'espérance. De l'espérance en quelque chose de meilleur, en quelque chose qui va être solide, rassurant, pérenne. Voilà. L'amour est construit comme ça au départ. C'est sécure. Voilà, tout à fait. On retrouve ce côté sécure qu'on a si on a eu la chance de l'avoir eu, qu'on a eu quand on était enfant, au contact d'une figure d'attachement. Oui. D'un bon père, bien sûr, tout à fait. Et quand on ne l'a pas eu, on recherche encore plus peut-être dans le couple. Absolument, tout à fait, tout à fait. Donc quand il y a une trahison, c'est encore plus douloureux, parce que là, il y a une double trahison en quelque sorte. On revit une trahison qu'on a connue dans l'enfance. Ah oui. Voilà, alors vous croyez à l'appel d'offres inconscient ? À l'appel d'offres le côté, on dit des fois on a un appel d'offres inconscient et c'est ce qui fait qu'on va être trompé par exemple parce qu'il y aurait ce truc inconscient, quelque chose qui va se rejouer. Alors bien entendu, il y a, et la sphère du couple est extraordinaire sur ce plan-là, c'est qu'elle va être comme une scène de théâtre qui va permettre de rejouer des symptômes, des choses compliquées qu'on a pu vivre dans l'enfance. Et en fait, c'est vraiment une scène de théâtre incroyable parce que soit on va réussir à dépasser tout ça par un travail personnel, par des discussions, par une grande proximité d'amour qui va faire qu'on va essayer de comprendre, d'expliquer, etc. Mais il faut mieux se faire aider, c'est quand même beaucoup plus... On gagne beaucoup plus de temps de cette manière-là. Et quand on a réussi à dépasser ça, mais c'est magique parce que c'est comme si on dépassait un plafond de verre, comme si avec ses épaules, on déplaçait un étage, un plafond de verre, on casse un plafond de verre. Et on peut monter encore un peu plus dans l'intelligence de son couple, dans la compréhension, dans la bonté, la compassion,
l'un pour l'autre. Et on évolue constamment. Et c'est pour ça que le couple, moi j'ai intitulé mon livre La magie du couple heureux, justement dans cette idée-là, c'est que grâce à ce travail permanent dans la vie d'un couple, on grandit, on devient plus sage, on dépasse des difficultés névrotiques, on apprend à mieux s'aimer, on apprend la compassion, la solidarité, le fait de s'épauler constamment. On apprend à pardonner aussi. Et ça, c'est quelque chose qui nous grandit. Être tout le temps dans le fait de ramener sur le tapis des vieux plats glacés, désagréables, ne fera jamais grandir. Donc le couple est une scène extraordinaire si on y met tout son cœur, tout son amour et toute sa volonté de grandir et de devenir meilleur. C'est une scène fantastique pour devenir un humain de grande qualité. Grandir ensemble, main dans la main, aller ensemble dans la même direction, exactement, comme dirait Saint-Exupéry. Tout à fait. Et dans ce livre, pour conclure, vous parlez effectivement de cette magie, et cette magie qui pour vous se nourrit de joie, d'optimisme, oui, bien sûr, et de plein d'autres choses. Mais oui, mais encore une fois, quand on se souvient des premiers moments de la rencontre amoureuse, en général, c'était dans la joie. Je dis dans ce livre qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Il est rare de tomber amoureux de quelqu'un qui est grincheux, désagréable ou pénible. On est dans la joie, on est dans un enthousiasme. Et dans l'envie. Et dans l'envie, effectivement, mais surtout dans une joie, dans une espérance de la joie. Et petit à petit, bien entendu, avec très souvent les points névrotiques qui n'ont pas été réglés dans l'enfance et dans l'adolescence et dans la vie de jeune adulte, ça revient sur le tapis, ça vient grisailler la vie de couple, etc. L'arrivée des enfants, la fatigue. Les enfants ne sont pas qu'un problème, c'est aussi du bonheur, et de la joie. C'est pour ça qu'on en fait plusieurs d'ailleurs. Voilà. Et c'est aussi un des éléments de notre vie d'humain qui va faire qu'on va se dépasser, on va apprendre plein de choses de soi. C'est fantastique d'avoir des enfants. Mais c'est fatigant, il faut bien l'avouer. Ça provoque parfois des fatigues importantes. Il faut se faire aider, s'accorder des moments de pause. Je pense que c'est vraiment Maintenant, je dis au couple, prenez des moments à vous. J'étais une mère louve au début, je ne voulais pas me faire aider. Après, je voulais me faire aider, mais je n'avais pas la possibilité. Mais vraiment, ce que je conseillerais à tous les couples, c'est qu'il y ait un enfant ou qu'il n'y en ait pas, c'est de continuer à faire vivre le couple. Cette magie, justement, la prolonger. Tout à fait. Et donc, cette joie qui peut avoir tendance à disparaître au fur et à mesure des années de vie commune, il faut la réactiver sans arrêt. Il faut vraiment... il faut y penser. Pensez à mettre de la musique. Mettez la musique que vous écoutiez avec joie quand vous aviez 15, 16 ans, 17 ans. Il n'y a pas d'âge pour danser au milieu de son salon. Il n'y a pas d'âge pour être dans la joie, pour avoir des explosions de joie. Pas pathologiques, mais de la joie, simplement, pour cultiver ces moments vraiment particuliers de joie. Parce que c'est quelque chose qui va donner confiance dans la vie. La vie est compliquée. Tous les humains qui vivent actuellement dans ce monde qui est très difficile, très compliqué. Nous sommes tous des super-héros pour tenir la route. Franchement, c'est pas facile. Pour la plupart des gens, ce n'est pas facile. Donc, il faut vraiment se féliciter quand on a la chance de vivre en couple. Il faut se féliciter d'être ensemble, de tenir, de faire tout ce qu'on fait pour tenir un édifice de couple, pour tenir une famille, pour élever des enfants, pour tenir la route au niveau d'un travail, etc. Il ne faut pas hésiter à se féliciter, à se dire des mots doux, des mots gentils, des mots encourageants. Et d'être dans la joie, de sourire. D'être dans la gratitude. Dans la gratitude, d'être ensemble, de faire les choses ensemble, de s'aimer. Tout à fait. Et de considérer que le temps passe et qu'en plus c'est une chance de pouvoir le vivre. Mais bien sûr. Chaque jour. Tout à fait. Liliane, en tout cas, je dois vous dire que ce livre m'avait beaucoup aidé dans mon couple à l'époque. Et ça m'a aidé aussi à comprendre ce qu'était le burn-out. Tout à fait. Parental, parce que le burn-out,
professionnel, c'est encore autre chose. Ouais. Le burn-out parental, c'est vraiment quelque chose de particulier. Parental, effectivement. Alors moi, j'en ai conclu que c'était professionnel, le fait d'avoir arrêté mon travail. Oui, parce que tout s'est mélangé à ce moment-là. Tout s'est dans votre mélangé, vie. ouais, exactement. Oui. Mais en tout cas, ce livre voilà, m'a permis de comprendre plein de choses. Donc je vous le conseille également si vous avez des doutes sur le sujet. Et puis, je vous mets en lien aussi le site de Liliane pour pouvoir la contacter si vous le souhaitez. Merci Liliane. Eh bien, c'était avec plaisir. Et puis restez en tout cas sur cette chaîne, abonnez-vous puisque je vous propose un rendez-vous chaque semaine avec un nouvel invité tout aussi passionnant. Merci. Ciao. Au revoir.